Nous allons faire un point sur les activités du CEA dans la Silver Economy, avec notre invité qui connaît bien le sujet, puisqu'elle est responsable de la thématique Silver Economy au CEA, Marjorie Nanteuil. Bonjour Marjorie. Bonjour Frédéric. Peut-être te présenter si tu souhaites, puis présenter le CEA et après on va voir en détail la Silver Economy au CEA. Avec plaisir. Alors, effectivement, moi, je suis responsable de cette thématique Silver Economy au CEA depuis 3 ans maintenant. Et au préalable, j'ai toujours évolué dans des organismes nationaux de recherche. C'est un milieu que j'adore, voilà, qui est très créatif et qui me correspond très bien. Et ben, le CEA, justement, donc c'est un organisme national de recherche, un organisme de recherche public. Euh, un organisme, je dirais, enfin, c'est pas que je dirais, c'est un RTO, donc un organisme de recherche technologique. Et ça le rend du coup en capacité d'adresser des grands enjeux de société, puisque les sujets qu'il traite, notamment par la recherche, lui viennent directement des entreprises. Et, Pourquoi le CEA s'est intéressé à la Silver Economy? alors, pour cette question, moi, j'aime bien rappeler l'histoire du CEA. Alors, c'est ma lecture et je vais te raconter la manière dont moi, j'ai compris aussi la venue de l'organisme sur ce sujet-là. Parce que j'avoue que quand j'ai pris ces fonctions-là, moi aussi, je me suis dit, mais qu'est-ce que le CEA vient faire là-dedans? Et tout s'est éclairé pour moi, en tout cas, quand j'ai compris qu'il était né à l'après-guerre en 1945, donc avec une mission en fait, qui était de doter la France de l'arme nucléaire et puis de l'indépendance énergétique. Et ça, on retrouve cette énergie-là, justement, sans mauvais jeu de mots, au niveau de l'organisme avec deux directions dédiées à l'armement nucléaire au nucléaire civil et qui couvrent en gros 10 000 personnes. Mais il faut comprendre que le CEA, c'est 20 000 personnes aujourd'hui. Donc, il y a 10 000 personnes qui travaillent sur toute autre chose que l'énergie nucléaire, qui est voilà, son socle historique. Et ça, on le comprend aussi dans l'autre mission. On est toujours à l'après-guerre, et donc l'urgence, c'est de réindustrialiser la France. Pardon. Et dans cette mission de réindustrialisation, bien évidemment, l'État s'appuie sur ces grands outils. Il vient de créer le CEA, il s'appuie dessus. Et sur ses compétences développées en robotique, parce que quand tu interviens dans une centrale nucléaire, tu fais pas aller le bonhomme dans la centrale pour changer les sources radioactives. Donc, bien évidemment, il a augmenté son savoir-faire dans tout ce qui est interface homme-machine, robotique, etc. Et ça l'a rendu déjà naturellement acteur de grandes transitions type numérique ou mécanistique, on va dire. Et puis, ce que je te disais, a priori, comme il est engagé pour réindustrialiser la France, il est au contact des entreprises qui lui amènent finalement des grands enjeux de société auxquels il va devoir répondre. Et par là, ça a été dans les années 80-2000, tout ce qui a été au niveau de la microélectronique, cette fameuse loi de Moore. Donc, il a accompagné les grandes entreprises françaises dans cette transition de la microélectronique. Bien évidemment, son histoire l'a rendu un acteur majeur dans la transition énergétique. Et puis, c'est devenu un acteur finalement des grandes transitions. Donc, c'est toujours inscrit dans sa feuille de route au niveau de la sécurité de la défense, de la transition énergétique, de la médecine du futur. Et naturellement, il s'est demandé finalement ce qu'il pouvait apporter sur le volet transition démographique. Et donc, c'est par ce volet-là, par ce biais-là, qu'on rentre dans la silver economy. Plutôt que de parler de transition démographique, effectivement, moi j'ai repris l'organisme et puis moi ensuite avons repris le terme un peu sacralisé filière silver. Vous travaillez sur quel projet, mais un petit peu avant, quels sont les services du CEA, qu'on comprenne bien, dans la Silver Economy? Alors, service générique, de toute façon, c'est un organisme qui diffuse sa recherche. Hein. Je disais, c'est un organisme public, donc il est voué à communiquer, à diffuser sa recherche technologique. Et donc, la manière dont il fonctionne, c'est soit directement en one-to-one avec une entreprise qui a un problème et le CEA y répond par sa R&D. Donc là, on est sur ce que nous, on appelle des contrats bilatéraux, des projets bilatéraux, soit sur des champs plus prospectifs par le biais de partenariats, enfin multi-partenariats. C'est un organisme qui est national, mais qui a su être ancré très vite au plus près des territoires parce qu'il a des antennes en région, partout dans toutes les régions quasiment.
pour vraiment mailler l'ensemble du territoire national et aller au plus près des besoins aussi des territoires. Et notamment sur la Silver, ce qui fait du sens, moi je suis installée à Nice, et ce qui a fait sens, c'est d'avoir aussi une impulsion de la région sud, qui une démographie qui préfigure celle que sera la démographie française en 2040, et se dit finalement, est-ce que je peux être terre d'expérimentation? Est-ce que je peux être précurseur sur des choses au niveau de la Silver? En one-to-one, qu'est-ce qui pousse en fait une entreprise à dire, tiens, je vais aller voir si le CEA peut pas m'aider? Il y a, il y a différentes choses. Il y a le positionnement du CEA qui est vraiment, on ne commercialise pas, mais on est vraiment, on va jusqu'au bout du bout, à la limite de la commercialisation, c'est-à-dire qu'on est capable de construire aussi des plateformes de recherche qui, elles, préfigurent ce qu'est la phase d'industrialisation. Et ça, pour une entreprise, pouvoir faire finalement du plug and play, c'est-à-dire venir vraiment avoir accès à une R&D de pointe, avoir des plateformes où on va dérisquer son intégration et être sûr qu'ensuite, c'est complètement représentatif de ce que moi, je vais trouver comme module industriel à grande échelle, et donc pouvoir tout réintégrer sans avoir de grosses dépenses et manips à faire finalement. Ça, c'est un vrai volet. Il y a encore des chiffres là qui viennent de sortir. Le CEA, c'est le troisième déposant. Après, là, je sais plus, c'est Safran et Stellantis, je crois. Donc, on est un gros dépositaire de brevets. Et ça aussi, pour je pense, des petites et moyennes entreprises, pour le coup, ça montre aussi une capacité à protéger. Quand tu vas avec le CEA, tu sais qu'il va Ah oui, pouvoir oui. en fait protéger les inventions, enfin les brevets que tu vas sortir avec lui. Et ça, je pense que c'est aussi une grosse force de frappe. On est rassurant à ce niveau-là. Oui. Euh, bon, je l'ai dit, on est le seul, enfin, je l'ai pas dit d'ailleurs, c'est le seul organisme de recherche français à être cité dans le classement international Clarivate. On est dans le top 100 des innovateurs mondiaux. Ça fait 10 ans. C'est-à-dire que c'est un organisme qui est sans arrêt en ressourcement et toujours tourné vers la rencontre marché. Donc, encore une fois, on ne commercialise pas, mais on est vraiment dans notre ADN construit pour comprendre les objectifs de vente des entreprises et les aider à aller vers des fonctionnalités qui sont intégrables économiquement. Oui, donc le fait que ça apporte aussi une crédibilité à l'entreprise qui travaille avec vous. Ouais. Oui, alors effectivement, on ne qualifie, on va pas qualifier les boîtes, tu vois, qui viennent travailler avec nous. Nous, tout ce qu'on peut garantir, c'est la qualité de notre R&D. Après, on qualifie pas ce qu'elles sortent, mais en revanche, on est quand même un tiers de confiance, oui, pour elles et pour d'autres acteurs. Quand tu bosses avec le CEA, c'est effectivement un gage de qualité de ce que tu as intégré. Alors, j'ai plein de questions, hein. En one-to-one, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des champs dans lesquels vous intervenez, des champs, quelles sont les limites? Si en fait, si je veux faire de l'alimentation pour seniors, ça sera hors champ, j'imagine. Enfin, je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a un cadre ou des limites? Alors moi, ce que j'aime au CEA, c'est que c'est un organisme qui est sans limite, je trouve. C'est-à-dire que on va de toute façon se donner la chance d'explorer le besoin du partenaire qu'on a en face. Je dirais que la seule limite à laquelle on est vraiment vigilant, c'est de toujours justement rester dans notre ADN R&D et de pas devenir un bureau d'études. Ça, pas tomber dans le bureau d'études sur voilà sur de la prestat sans valeur ajoutée en termes de recherche et développement. Mais au-delà de ça, on est complètement intersectoriel. Tu vas effectivement, on a un labo qui bosse, un département entier qui bosse sur la médecine du futur, et tu vas avoir tout un tas de choses au niveau du monitoring de la qualité du sommeil, au niveau de l'intégration justement alimentaire. Tu vas pouvoir trouver des plateformes agri-agro sur le sujet. Enfin, voilà. Et puis tu vas aller sur l'électronique de puissance en Grand Est ou sur une plateforme mécatronique. Enfin, c'est vraiment le grand écart intersectoriel, le CEA. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas un catalogue. Souvent, on nous dit, quand une entreprise vient nous voir, est-ce que vous avez des technos un peu sur étagère, un catalogue Oui. à nous montrer?
Et en fait, on peut pas, c'est tellement foisonnant euh, qu'on est forcément réducteur. Et puis, il y a un temps aussi. Alors, moi, j'aime bien quand même, on le reverra sur la Silver, notamment, rappeler quand je travaille avec une entreprise que quand on veut faire de l'innovation, on prend souvent le pari d'être sur un temps long, notamment quand on est sur de l'innovation technologique, euh, parce que finalement, il y a un volet prospectif, il y a un volet qui demande de prendre le temps de savoir si effectivement on est sur un truc innovant ou sur de l'incrément, enfin, voilà, comment on fonctionne. Et pour autant, je trouve que le CEA a toujours cette agilité d'être assez rapide dans ses évolutions, de capter un projet, d'aller sur un projet européen, de créer un nouveau champ d'investigation, d'aller sur une nouvelle thématique, etc. Ce qui fait que tu n'as jamais fait le tour, tu vois. Moi, je suis arrivée il y a 3 ans, j'ai visité tous les labos. Là, il faut que je me les refasse tous parce que je sais qu'ils ont déjà développé d'autres technos, d'autres voies d'études. Mais en fait, tu vas voir ces labos, voir ce qu'ils ont développé pour voir ce qui pourrait être adapté à la silver, enfin, ce qui pourrait concerner la silver economy, c'est ça. Oui, par exemple, on a un labo à Saclay qui s'appelle le LIST. Je suis allée le voir il y a 3 ans parce que j'étais très intéressée par tout ce qu'il faisait en termes d'apprentissage à l'accompagnement du geste chirurgical. Tu vois, il y a des robots sur lesquels tu peux t'entraîner, etc. Et puis, j'ai rencontré des chercheurs là-bas qui m'ont montré aussi tout ce qu'ils faisaient sur finalement ce que j'aime bien appeler le voyage haptique, c'est-à-dire traduire ce que tu ressens émotionnellement, ce que tu perçois, mais par le geste, tu vois, en reproduisant sur une surface, qui fait que quand ton doigt balaye la surface, ton cerveau fait le mouvement de j'avance, je recule, ressent donc ce lien touché et connexion. Et hier, on a fait un petit partage de connaissances autour de la voix, justement, pour revenir à la silver economy, on avait un sujet d'intérêt sur est-ce que la voix peut être utilisée comme levier d'autonomie. Et en reparlant avec ce labo, je découvre finalement qu'ils ont développé toute une recherche là pour faire le lien entre, si je caricature grosso modo, le mouvement de la langue et donc l'amplitude du mouvement de la langue qui crée des vibrations en fait sur les cordes vocales. Donc voilà, ils détectent tout ça et ils font le lien avec la détection précoce, justement d'empêchement de parler, qui sont signes précurseurs d'une maladie type un Alzheimer, un Parkinson, etc. Et donc ils sont en train d'essayer d'être sur un modèle de prévention de ces maladies de certaines maladies neurodégénératives. Alors, il y a encore du boulot pour dire, ah bah tiens, ça c'est un marqueur Parkinson, marqueur Alzheimer ou marqueur autre. Mais en tout cas, ils travaillent là-dessus, ce qui était super intéressant, tu vois. Et Là, je vais essayer le sujet est génial. Je vais avoir du mal à suivre toutes mes idées, à organiser. Bon, en one-to-one, j'en suis toujours là, les amis. En one-to-one, voilà, en one-to-one, et après on verra le deuxième point. En one-to-one, est-ce que tu as des exemples d'entreprises ou de projets dans lesquels tu as travaillé sur la silver economy? alors, sur la Silver, à ce stade, non. D'accord, Je vais pas être à l'aise à te parler de projets partenariaux. d'accord. Après, j'ai pléthore de projets en one-to-one sur lesquels je peux donner des illustrations assez variées. Oui, Tu peux avoir... alors, souvent, les gens sont... Si je vais te parler d'un projet d'une boîte qui est en train, il me semble, de fermer boutique. Mais donc, ce qui montre bien, voilà, on n'est pas là nous pour qualifier et préfigurer l'évolution économique que tu connais peut-être, c'est Cocoon Care. oui, oui. Euh, Oui. Cocoon Care, il faisait de la Une détection. spin-off de Schneider Electric, ou proche de ça, j'imagine. C'est ça. Exactement. Et ils faisaient de la détection, en gros, enfin, leur Oui. ambition était d'aider à détecter la chute. Euh, et notamment, ils avaient un regard sur la chute molle aussi assez intéressant. Et nous, l'action qu'on a eue, là, typiquement, c'est un contrat avec eux pour venir faire du test de robustesse technologique avec combien de faux positifs, combien de faux négatifs et caractériser la qualité de la réponse de la solution. Ça va être un bilatéral. Une entreprise vient avec un sujet, mais tu vois, elle aurait très bien pu être sur
je dis n'importe quoi, mais un interrupteur à faire sans switch pour vérifier la mécanique du truc, tu vois, quelque part. Enfin, voilà, là, on n'est pas sur la thème Silver, on les a pas accompagnés dans une dynamique autour d'une thématique. On était vraiment sur un relationnel technique de qualification d'un dispositif. Et donc, on a des choses comme ça. Puis, on a des choses, j'ai un exemple en région sud, nos équipes qui ont accompagné une société qui s'appelle Resistex, qui fait des éclairages assez intéressants. Et d'ailleurs, moi, c'est des gens que j'aimerais recontacter pour tout ce qui est puits de lumière, tu sais, toujours. Alors, je suis pas parce que, enfin, c'est pas que Alzheimer mon truc, hein, mais j'aime bien cette idée d'essayer de travailler sur les éléments naturels pour accepter en fait les évolutions et en réduire les conséquences, on va dire, dommageables. Et donc typiquement, si Alzheimer a besoin du mouvement et a peur de la nuit, ben voilà comment jouer sur des éclairages pour finalement rassurer et ne pas être dans une contrainte, tu vois, dans l'enfermement ou quoi que ce soit. Et bref, ces gens-là, en tout cas, bah, on les a accompagnés. Donc là, pareil, dans un bilatéral, mais avec un accompagnement moins technologique que projectif, on va dire. C'est-à-dire que là, on déconstruit en fait leur solution et on imagine comment elle pourrait se projeter dans d'autres univers, ce qu'ils pourraient en faire. Tu vois, on aide les entreprises aussi à prendre de la hauteur pour, en gros, analyser les fonctionnalités déjà prendre le temps de se reposer la question de leur cible et des cas d'usage qu'ils veulent adresser et identifier avec eux les fonctionnalités dont ils ont besoin pour ensuite établir un cahier des charges technologiques qui est en adéquation avec ces fonctionnalités, voire les aider à identifier les marges de pivotement et à projeter une feuille de route stratégique pour pivoter. C'est aussi des choses qu'on est capable de faire. Euh, est-ce que, dans toujours one-to-one, est-ce que tu as des sujets sur lesquels, ou des entreprises avec lesquelles tu voudrais travailler sur la silver economy? Ou des sujets, peut-être pas d'entreprise, peut-être un peu trop, on va dire, précis, mais des sujets. Ouais, alors les sujets, moi j'en ai plein. J'en ai plein qui vont à la fois de la modularité, bah, tu vois, de la modularité de l'habitat où je me dis il y a certainement des choses à faire. Alors j'en ai un qui me tient à cœur où je me dis quand même, là, si je reviens à l'ADN du CEA, tout ce qui est précarité énergétique. J'ai discuté avec le PDG d'une boîte qui s'appelle Allogia Oui, et qui m'alertait sur les chiffres. Et alors, j'étais retournée rapidement sur Internet, effectivement. Et il y a quand même, sur les personnes en précarité énergétique, je crois que c'est plus de 55% qui ont plus de 65 ans. Donc, on est vraiment, tu vois, sur une marque là qui affecte les personnes, du coup, de la silver. Et cet enjeu de la précarité énergétique, elle embarque quelque part plein de choses en fait. Parce que pour moi, elle embarque que quand tu dois faire des choix, tu fais des choix qui sont, bah, effectivement, tu te chauffes moins, mais aussi sur l'alimentation, tu réduis ta manière peut-être de te nourrir de manière plus sainement, ce bien qui peut sûr. engager des choses, voilà, bucco-dentaires, etc. Enfin, et engager des cycles en fait de, de fragilité. Et finalement, à bout du bout, créer un coût encore plus important que si on avait pu prévenir ces affaires-là. Donc ça, c'est des choses ouais, que j'ai vraiment envie de travailler. Et puis après, des sujets bah, comme celui, je vais revenir sur celui qu'on traitait hier, mais la voix comme levier d'autonomie, je trouve que c'est à la fois, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de petites boîtes là, qui ont commencé à regarder ce sujet-là. Mais là, maintenant, je pense que technologiquement, on est prêt, ouais, on est prêt à l'interfacer avec l'intelligence artificielle, avec les progrès qu'on fait en sécurité des données aussi. Parce qu'à partir du moment où tu pars sur un travail sur la voix et que tu vois, c'est ce qu'on avait comme discussion hier où c'était magique de me dire, ah oui, c'est vrai qu'à partir du moment où tu en fais un identifiant, une identité, bah, t'as tout un tas d'enjeux de sécurité et de captation de la voix. Tu vois, tout ce qu'on est en train de se dire, est-ce que quelqu'un peut capter des bribes après, des syllabes, aller du coup crypter ça. Enfin, tu vois, c'est. Oui, Après, il y a tu démêles des plots.
Il me semble que ça existe déjà, non? J'ai lu une application qui était en quelques secondes, vous pouvez reprendre notre voix. Bah, Oui, oui, alors tu as plein de trucs qui existent. T'as des choses même où par la pensée, tu vas faire une action, c'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'exprimer, c'est tout un travail sur finalement la voix intérieure, tu vois. Tu as des choses sur tout ce qui va être paiement sécurisé vocal, tu as des choses sur effectivement reproduire. Enfin, mais voilà, c'est un sujet là qui est en train de pointer qui m'intéresse aussi. Et puis tout ce qui est modularité de l'habitat, mais peut-être des trucs plus basiques, tu vois, de me dire, moi, je suis assez fan des technos qu'on voit pas, en fait. Tu vois, j'aime bien. Quand on avait discuté, tu m'avais dit, ah, c'est quoi l'innovation Silver pour toi à un moment, et tu vois, je me dis, il y en a vraiment plein. Mais je repensais quand même à ces outils du quotidien qu'on voit plus et qui aident beaucoup quand tu avances en âge. Et là, j'en porte aujourd'hui, tu vois, ne serait-ce que les lunettes. Pour moi, c'est des choses qu'à un moment, voilà, qui sont pas stigmatisantes, qu'on utilise tout le temps et qu'on intègre dans un parcours de vie. Tu peux l'utiliser enfant, plus âgé, tu peux l'utiliser enfant étant passé, plus âgé, tu peux. Et ça, je trouve ça hyper puissant en fait. Et je pense que dans l'habitat, on a moyen aussi de travailler la modularité de l'habitat pour faire des maisons voilà, qui s'adaptent à notre parcours de vie. alors, j'en suis toujours au one-to-one. Après, one-to-one, une entreprise nous écoute ou regarde d'autres informations, veut travailler avec le CA, comment ça se passe? Alors, nous, on est donc structuré avec des labos de recherche, hein. On a trois grands laboratoires de recherche qui sont donc à Saclay, à Grenoble et à Chambéry également. Et dans chaque labo, il y a ce qu'on appelle des BizDev, donc des apporteurs d'affaires, mais qui font le lien, donc des interfaces avec les entreprises et les chercheurs des labos. Et puis, ce que j'évoquais tout à l'heure, parfois pour une start-up ou une PME qui se trouve chez nous, par exemple, tu vois, en Sud-Est, c'est un peu compliqué d'aller s'adresser à un CEA qui fait office de gros mastodonte, qui a plein de gens, et c'est complexe d'aller trouver la bonne personne. Et donc, nos antennes régionales qui finalement sont implantées partout en France aident aussi à faire ce lien, où là aussi, il y a des BizDev qui alors, sont proactifs, ils vont vers les entreprises du territoire, donc c'est du démarchage, hein. Est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Est-ce qu'on peut vous présenter les activités? Est-ce que vous pouvez surtout nous parler de vous? Et puis, qui répondent aux sollicitations des entreprises qui viennent vers nous. Je sais pas si Oui, ça te dit. au niveau financement, comment ça se passe? L'entreprise paye tout, elle est aidée, c'est le CEA, elle paye qu'une partie. Ben, comment ça se passe dans un projet de manière globale? Oui, alors ça dépend, c'est encore variable. Effectivement, nous, on ne marge pas. Ça, c'est notre statut qui nous permet. On ne marge pas. En revanche, dans le modèle économique, alors là, je vais refaire le distinguo de mes directions. Là, je t'ai parlé des deux directions nucléaires et puis on en a une aussi, la direction de la recherche fondamentale pour assurer notre ressourcement et être à l'état de l'art mondial. Elles sont dans une dynamique classique, on va dire, à l'instar de ce que font les autres organismes de recherche, de subvention. Et puis, donc en gros, elles sont à 80% soutenues par subvention, par l'État. Et puis, 20% vient de contrats industriels, si je le fais dans les grandes mailles. En revanche, moi, la direction à laquelle j'appartiens, qui est donc la direction de la recherche technologique, elle, c'est l'inverse, c'est-à-dire elle est à 80% financée par ces contrats industriels et à 20% par l'État en subvention, justement pour l'aider à aller adresser des entreprises qui sont des PME, qui sont du coup un peu plus dures à capter sur la R&D parce qu'elles ont souvent plus accès à tout ce qui est subvention, bourse French Tech, je bafouille, bourse French Tech, e-lab, tous ces concours start-up au départ qui leur permettent d'avoir un peu d'argent pour investir dans la R&D. Et puis, elles sont pas encore développées, elles n'ont pas les muscles, enfin les reins assez solides pour pouvoir se payer une R&D effectivement de qualité, mais qui a un coût, c'est clair. Et donc, on a un peu de support pour alléger, on va dire, et être
aller vers ces entreprises. Mais malgré tout, elles payent. C'est-à-dire que, tu vois, c'est la difficulté qu'on a aussi, nous, sur les ANR. Une ANR, quand tu es financé même si tu es très bien financé et que tu es à 60%, ça veut dire que les 40% restants, il faut que l'entreprise nous les paye. On n'a pas, comme on marge pas, on n'a pas de bénéfices, donc on n'a pas de bas de laine pour aller nous assurer de la R&D gratuitement, quoi. Donc ça, c'était dans ma tête, dans mon esprit, le one-to-one. Maintenant, le côté, l'autre, alors je ne sais plus le nom de ton employé, c'est vous en fait qui initiez une recherche avec multi-partenaires. Ouais. Comment ça, je ne sais plus le nom de ton employé, mais comment ça se passe en fait? Comment ça se passe au tout début de l'idée, enfin, sur la silver economy, comment ça va se passer? C'est en interne, vous avez une idée, par exemple, ça pourrait être l'habitat modulable, par exemple, et après, vous allez rechercher des partenaires qui vont travailler avec vous. Alors, là aussi, on est tellement multisectoriel que c'est très variable suivant les champs d'activité. C'est-à-dire que tu peux avoir du multipartenaire sur un projet européen mais par exemple sur la Silver, si je reprends, Mm. sur la Silver Economy, l'histoire du CEA, il a notamment deux très très beaux projets. Alors, il en a plus depuis, mais moi, quand je suis arrivée, c'est sur ces deux-là que je me suis ancrée en me disant, ah, effectivement, il y a des choses à montrer, en tout cas, dire que le CEA fait du travail là-dessus. C'était un projet européen qui s'appelle ActiveAge Oui. et dans lequel le CEA voilà, était partenaire avec. Alors, il y avait beaucoup d'acteurs grenoblois, il y avait TASDA notamment, et puis il y avait le groupe Corian, et puis voilà, d'autres acteurs. Et là, c'était un travail finalement sur l'interopérabilité des systèmes connectés pour aider à l'autonomie des personnes à domicile. Et il y a un autre projet qui est très différent, qui est un projet dans lequel le CEA est intégré, qui est un projet Imeuse Santé. Donc, il y a un projet TIGA, la Territoire d'innovation Grandes Ambitions, un truc qui a été pondu il y a 3-4 ans, là, et qui s'est inscrit effectivement de manière très, très structurante sur toute la région Grand Est, avec une initiative, je dirais, assez forte du CEA pour travailler à la structuration, pour débroussailler les choses. Et puis, cette capacité à ensuite laisser le portage, en l'occurrence ici par un département, et puis à adosser d'autres structures de financement pour revenir, lui, CEA, dans son savoir-faire. C'est-à-dire que sur ce TIGA qui brasse, je sais plus, c'est des budgets, tu sais, de plusieurs dizaines de millions d'euros. Nous, on va être sur une infime partie pour aller sourcer des solutions. Et là, typiquement, ils ont tout un truc sur la télémédecine. Donc, on va aller aider à sourcer des solutions pour la télémédecine et à organiser un travail autour de la sécurité des données, tu vois, de la sécurisation des dispositifs et de la sécurisation des données. Donc, voilà, c'est très différent par rapport à ActiveAge où là, bah, tu as un consortium partenarial qui se monte autour d'un projet européen avec un véhicule de financement identifié et où tu vas mettre en visibilité ta recherche. Ça, c'est ce qu'on fait, ce que font tous les organismes classiquement dans les projets européens. Donc, tu as vraiment les deux dynamiques. Et la troisième, c'est celle qu'on a montée autour de la thématique Silver. C'est-à-dire que nous, pour rendre visible la Silver au sein même du CEA, pouvoir en parler en interne, on a estampillé ça thématique d'innovation. Ça nous parle, nous, en interne. Et pareil, la manière dont on distingue une collaboration bilatérale d'une collaboration multipartenaire au CEA assez simplement, c'est qu'on parle de hub quand on a du multipartenariat. Et donc, on a travaillé le sujet on a exploré la possibilité de monter un hub d'innovation sur la silver economy. Et là, effectivement, c'est un autre exercice puisque moi, en tout cas, la manière dont j'ai monté le truc, c'était d'aller chercher des entreprises qui faisaient le constat que toutes seules, elles étaient finalement moins alertes et moins efficaces qu'à plusieurs dans le travail sur la filière silver et qui, du coup, souhaitaient se mettre ensemble pour travailler ce sujet-là.
Euh, sur ce sujet-là, justement, c'était ma question, mais ça, elle tombe pile poil là. Euh, Est-ce que c'est difficile de trouver ces acteurs qui vont travailler ensemble? Ma question derrière, c'est est-ce que les entreprises françaises sont intéressées par la silver economy? C'est un peu ça derrière, ma question. Alors là, je vais vraiment te parler de la dynamique que moi j'ai mis en place avec ce filtre-là. Moi, je trouve oui, elles sont intéressées, indéniablement. Indéniablement, elles ont ce sujet euh, en tête. Mais la plupart des entreprises que j'ai rencontrées, bah, finalement, c'est un sujet qui est extrêmement transversal, la silver. Hmm. Et il y a tout de suite la question du ROI derrière. C'est-à-dire que si tu proposes à une entreprise euh, d'être dans ses fondamentaux avec cette cible silver et d'aller travailler un objet, euh, à mon avis, ça, c'est parlant. Moi, la manière dont j'avais proposé les choses était un peu différente puisque c'était, on prend le sujet dans sa globalité et collégialement, on prend le risque, même si je suis un expert du wearables, bah, d'aller sur une thématique qui est voilà, l'aménagement de l'habitat. Et ça, quand même, c'est un écart que les gens sont pas totalement, enfin les entreprises sont pas totalement capées pour faire. Donc, en fait, Si on reste dans son secteur d'activité. Ça, c'est un peu ça. on revient, alors tant qu'on est un peu en mode think tank, on veut bien participer, enfin les entreprises veulent bien participer, échanger, partager, donner leur avis. Mais dès que tu demandes un véhicule financier pour lancer un projet à façon et pas dépendre d'une ingénierie financière qui peine aussi à sortir, hein. On voit beaucoup de choses, bon, peut-être, enfin même pas beaucoup de choses, on voit quelques trucs en santé numérique. Mais j'entendais encore la dernière fois un hôpital qui parlait justement de leurs enjeux au niveau de la prévention sur la dénutrition ou sur les maladies bucco-dentaires, etc. Tu vois, tu vas rarement avoir un fléchage aussi précis sur un sujet qui touche des populations âgées voilà, en hôpital ou en maison médicalisée. Donc, moi, je voulais effectivement que les entreprises qui investissaient bah, se donnent l'opportunité du coup d'avoir cette agilité de décider des projets et de les conduire ensemble. Et ça, c'est plus compliqué parce que rapidement, tu as la notion du ROI qui arrive avec... Il y a la notion du ROI, c'est-à-dire ben, si je le mets collectivement, est-ce que je suis vraiment sûre que ça va rentrer dans mes fondamentaux? Et je pense que pratico-pratiquement, il n'y a pas le véhicule financier. C'est-à-dire que rapidement, même celles qui veulent se lancer se disent, mais finalement, je vais voir quelle direction. C'est la direction R&D, mais là, ils vont me dire, Oui, oui, ouais, d'accord. tu vois, c'est la direction marketing, bah non. Enfin, là, tout de suite, ils se disent, mince, et du coup, tu es obligé de resiloter. Et tu retombes dans un truc qui est pas transversal et qui, du coup, est un peu dur. Et donc, c'est la loi de Pareto, hein. On va pas passer de l'énergie si on voit pas immédiatement le retour sur investissement. Donc, c'est bon, bah, c'est bien, mais plus tard, quoi. Donc, oui, c'est encore un peu difficile, je trouve. De manière générale, ta vision de la silver economy, en question vaste, hein. C'est, ouais, question. Non, j'aime bien dire dans mon émission, en fait, c'est l'invité qui bosse. Moi, je bosse que pour les questions. Alors, moi, ma vision Ah, de la enfin, cyber, ou alors, est-ce que tu vois je sais pas, une tendance, une direction toi, par exemple, moi, je vois, tu vois, si je vais répondre à la question, ouais, j'ai travaillé un peu pour aujourd'hui, je dirais que entre 2014 et 2017-18, on a eu beaucoup d'innovations un peu dans tous les sens, puis beaucoup d'options, de complexification des certains produits et services, et qu'on est revenu à moins de complexité et à plus de fondamentaux. Donc, par exemple, je prends la téléassistance, pour que tout le monde comprenne. Il y a eu des solutions où on détecte plein de choses, etc. Et quand on parle avec les fabricants, bah, ils disent, oui, mais les personnes âgées ne savent pas forcément utiliser tout ça. Et puis, puis ça génère des fausses erreurs, enfin, des erreurs de manipulation. Et derrière, les assisteurs sont paniqués avec ça. Et donc, on est revenu au basique. Moi, par exemple, je vois ce phénomène-là. et du coup, ça m'aide alors effectivement à réancrer ma vision, mais je vais revenir sur ce hub d'innovation parce que nous, on a, en fait,
quand je l'ai travaillé, euh, quand je l'ai proposé, quand je le propose aux différents partenaires que je sonde, le constat, c'est celui-là. C'est de dire, moi, je constate que en tant que nous, le CEA accompagne les entreprises dans leur programme d'innovation. Donc, forcément, nos acteurs, nos interlocuteurs, c'est des techno-providers, c'est des apporteurs de solutions. Et donc, j'en vois un foisonnement de solutions. Et quand je regarde finalement les, les cibles, on est à des années-lumière d'une rencontre parce il y a tout un tas de choses qui manquent, à la fois l'intégration métier. Bon, même, je te mets à part l'affaire du business model, tu vois, du modèle, enfin, parfois à des années-lumière du besoin exprimé finalement par les résidences autonomes, par des EHPAD, par les gens en fait. Et je pense que ça drive le fait qu'on revient à des fondamentaux, à des trucs simples. Je te parlais de notre capacité à identifier les fonctionnalités dont on va avoir besoin et ensuite d'identifier les technos, du coup, si techno il doit y avoir, qu'on met en face. Et c'est vraiment ça, moi, que j'ai voulu activer. Je m'appuie sur on a un centre d'innovation qui existe depuis 20 ans à Grenoble qui s'appelle Wispot, qui est vraiment user-centric, qui est vraiment sur cette notion de partir du besoin, des usages, de déconstruire l'existant pour se focuser sur le besoin et pas partir sur des pistes qu'on a envie d'investiguer mais qui s'éloignent de la réponse aux besoins. Et c'est vraiment ce travail qu'on fait en allant travailler avec les politiques, les territoires, pour qui connaissent les habitants et qui nous reparlent de leurs besoins prégnants. Et puis les terrains, que ce soit, voilà, je t'évoquais, résidence autonome, hôpital, EHPAD, association d'aidants à domicile, voilà, parce que on travaille ce sujet-là pour repartir du besoin et ne pas se décentrer de ce besoin. Une fois qu'on caractérise les usages, qu'on a les terrains d'expérimentation, bah nous, on sait que la partie la plus facile, on l'a. Les technoproviders et les technologies du CEA, on les a. Mais c'est ce travail vraiment à formaliser et à organiser qui qui nous drive. Et, euh, et, et puis, il y a un volet, je pense, quand même aussi qui est important, c'est alors moi, en tout cas, qui nous anime, nous, c'est tout ce qui va être développement durable, éco-circularité, c'est-à-dire qu'on pense des capteurs, des trucs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on essaye on a la capacité de le faire au CEA, d'arriver si tu veux, à calculer le coût environnemental d'une intégration de solutions. Et ça, c'est aussi un levier qu'on propose dans la dynamique du hub. Et puis, le troisième volet où moi j'insiste, et là on est aligné avec les partenaires là, sur le parcours de vie et que finalement, c'est rare que tu intègres, alors je parle du quotidien, parce que dès que tu es sur la santé, tu acceptes, compte tenu du bénéfice-risque, tu acceptes d'avoir un machin qui va être un peu intrusif éventuellement, tu vois, tu peux faire ce pas-là. Mais par contre, l'objet stigmatisant du quotidien, c'est quand même difficile parce qu'il brise la continuité de notre évolution de vie, tu vois. Et je trouve, enfin, pour moi, Silver, d'ailleurs, quand tu interroges les gens, je suis sûre que tu auras un avis bien plus pertinent que le mien, mais pour certains, c'est plus de 50 ans, pour d'autres, c'est plus de 45, pour d'autres, c'est plus de 65, pour d'autres, c'est plus de Plus de 50, 75. plus de 54 ans exactement, et l'année prochaine 55. Voilà, C'est parce que je ne veux jamais être silver, voilà. exactement. Donc, tu vois, et tu te dis, mais et nous, on est vraiment, enfin, moi, je regarde vraiment, j'ai la chance de pouvoir le porter, d'être suivi sur cette continuité et de me dire, mais finalement, il n'y a pas de raison qu'à 65 ans, j'ai plus envie de porter ce truc-là ou de voir ça dans ma baraque C'est ça. que quand j'en avais 40 ou 30 ou tu vois. Et donc, alors ça, c'est intéressant. Et puis surtout, aussi, ce qui est génial dans la Silver, c'est que ça te ramène à des histoires. Parce que enfin, je pense que les personnes âgées d'aujourd'hui sont pas celles enfin, celles de qui ont 20 ans là aujourd'hui, sont pas les mêmes, tu vois. C'est le cluster Silver Valley qui a fait ça très bien.
de faire des études d'évolution, tu vois, suivant l'histoire, les cultures. Et ça, pour moi, c'est génial parce que du coup, t'es sans arrêt en train de réinventer un truc qui fonctionne sur un territoire, peut très bien ne pas fonctionner du tout sur l'autre. Et avec une génération, ne pas fonctionner sur l'autre aussi. Donc, ça oblige aussi à travailler des méthodes d'innovation différentes. Et ça, c'est super aussi pour nous. Juste avant de clôturer, je voudrais avoir une petite précision sur le hub innovation Silver Eco. En fait, vous faites quoi en fait? Comment ça se passe? Vous faites quoi? Et est-ce qu'on peut avoir des exemples d'entreprises? Oui, puis quelles sont les activités en fait? C'est des réunions? C'est quoi? Alors, ce qui est super frustrant pour moi dans ce hub d'innovation Silver, c'est que mon ambition, c'est vraiment que ce soit un catalyseur d'aide au déploiement de solutions utiles pour le bien vieillir, mais que à ce stade, ça fait 1 an qu'il a été créé, ce hub, et on s'est vraiment forcé du coup à prendre du recul par rapport à tous nos partenaires apporteurs de solutions. Justement pour pas être tenté de se dire, ah génial, là il y a une solution, on va la creuser, on va travailler dessus, et d'oublier encore une fois que de base, elle répond peut-être pas à un besoin, un vrai besoin. Et donc on se force à. Donc pour l'instant, en tout cas, la frustration, c'est que ça n'est pas un écosystème très euh, actif vis-à-vis des techno-providers. Et donc, ce qu'on a fait pendant 1 an, c'est qu'on a justement travaillé notamment beaucoup avec le territoire de Provence-Alpes Agglomération, qui est un territoire qui est extrêmement agile et très, très actif pour ces populations, et qui a décidé de se poser la même question que nous, c'est-à-dire, nous, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Et l'histoire du hub, c'est vraiment ça. C'est quand on a embarqué avec la Massif, ça a été pour se dire, bon, force est de constater que ça fait 15 ans qu'on fait du sourcing techno, alors côté, par exemple, Massif, mais que pour autant, des solutions vraiment impactantes, des choses qui permettent vraiment d'accompagner l'autonomie à domicile, etc., on reste un peu sur notre faim. Et donc, tout seul, manifestement, on manque quelque chose. Est-ce qu'à plusieurs, on y arrive? Et donc, le à plusieurs, nous, on le construit en faisant souvent une étape de partage de connaissances où on invite des gens qui vont avoir un regard complètement différent sur un objet. On a fait ça sur Digne-les-Bains, sur leur problématique d'accès aux soins. Et puis finalement, à force de creuser la question, alors pas beaucoup plus simplifié, mais on a globalisé l'histoire en ouvrant sur la mobilité, ce qui nous a aussi permis de nous tourner vers des gens. Là, on est en échange avec le centre européen de design de Toyota, qui nous ouvre aussi des perspectives complètement différentes, tu vois, sur le sujet de la mobilité, effectivement en milieu rural et en milieu enclavé, etc. Pareil, on a déconstruit une solution autour de l'aménagement de l'habitat dans cette zone escalier en s'appuyant sur des aides associations pardon, d'aide à domicile, une association aussi qui travaille sur le handicap. Avec le pôle service à la personne de la région PACA. Voilà, on agrège, tu vois, autour d'une question tout un tas de gens qui vont avoir un regard sur un objet avec lesquels on va partager, et ensuite, en gros, on conceptualise les discussions pour arriver à en sortir une matrice de décision, c'est-à-dire au-delà du concept, si maintenant je devais concrètement l'ancrer sur un territoire ou dans une maison autonome ou un domicile ou un EHPAD ou quoi, quel est l'effort en R&D que je dois faire? Quelle est la transformation de l'environnement? C'est-à-dire, est-ce que ça demande une intégration métier? Est-ce que ça demande des formations? Est-ce que ça demande, enfin, quel temps ça demande pour être intégré? Et puis la diagonale économique, pas économique, écologique, pardon. C'est-à-dire le coût environnemental d'un truc qu'on voudrait créer. Est-ce qu'on est capable de l'évaluer? Et ça te permet de positionner, en gros, de découper tes concepts en te disant, oh, là, j'ai vu peut-être un peu loin, mais par contre, si je fais étape par étape, là, je peux peut-être commencer à creuser cette question-là. Et on en est là, en fait. Là, si tu veux, en 1 an, ça peut paraître maigre, mais on a fait trois workshops partage de connaissances.
deux grands ateliers de créativité pour faire émerger des concepts et cas d'usage à travailler. Et on a effectivement établi pour une matrice de décision, pour l'autre un travail projet là, sur une solution. Et puis après, la suite, donc, c'est d'aller construire des consortiums projets. C'est-à-dire qu'ensuite, on va aller chercher d'autres entreprises en leur disant, est-ce que ça t'intéresse? Et comment tu verrais ton implication et petit à petit, on travaille la chaîne de valeur en fait autour d'un sujet. D'autres entreprises peuvent, ou d'acteurs peuvent rejoindre le hub en cours. Oui, ouais, c'est complètement respirant et évolutif. D'accord, ça marche. Et les entreprises qui rejoignent ont la main sur la feuille de route. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu rejoins le hub, tu pilotes la feuille de route, donc tu peux aussi la modeler. Bon. Voilà, complètement. Super, merci pour cette émission. Merci à toi. On a fait plus que 25 minutes, c'est bien, le sujet est passionnant, vraiment passionnant. Merci beaucoup. Je rappelle que tu es Marjorie Nanteuil, tu es responsable de la thématique Silver Economy au CEA. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt.